Bonjour à tous, merci d'être présents à ma communication. Alors, durant les 20 prochaines minutes, je vais vous parler d'une étude exploratoire que j'ai menée auprès de formateurs, de futurs enseignants de mathématiques dans le secondaire inférieur en 2016. Et donc, la toile de fond était le développement des connaissances mathématiques pour enseigner en formation initiale. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Lucas Nicolas. Je suis AESI en mathématiques. Donc, je donne cours de mathématiques dans le secondaire inférieur au collège Saint-Barthélemy à Liège. Et depuis cette année, j'ai pris un mi-temps et mon autre mi-temps, je l'ai fait, je le fais toujours actuellement à l'Université de Liège en tant qu'assistant CIFEN au service de didactique générale de Madame Annick Fagnan. Alors, le point de départ de ma communication d'aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, une étude exploratoire, le mémoire que j'ai réalisé en 2016, lorsque j'ai décroché mon master en sciences de l'éducation. Et donc, ma toile de fond, c'était la formation initiale des enseignants de mathématiques. J'avais pour cadrage théorique les connaissances mathématiques pour enseigner, un modèle qui a été conceptualisé par trois auteurs américains dont je vais vous parler juste après. Et donc, pour contextualiser mes propos, j'avais choisi je m'étais intéressé au nœud de la transition primaire-secondaire dans les domaines algébriques et géométriques. Et donc, ma question de recherche était la suivante. Comment les formateurs des hautes écoles pédagogiques de la région liégeoise préparent les futurs enseignants de mathématiques à assurer la transition primaire-secondaire dans deux domaines mathématiques, parce qu'il y en a quatre, j'en avais choisi deux, l'algèbre et la géométrie. Et donc, à partir de là, durant cette année, j'ai écrit un article qui normalement paraîtra en septembre 2020 dans la revue Didactique en pratique. J'essaye de passer à la dia suivante. Voilà. Alors, quel est le lien entre ma présentation et le colloque? En fait, j'ai relevé une phrase d'Astolfi qui figure sur la page de garde du site internet du colloque. Et en fait, Astolfi dit que les obstacles liés à l'apprentissage, le propre de l'enseignant, c'est justement d'être capable de les identifier, de les modéliser et de pouvoir les surmonter. Et donc, à partir de cette phrase-là, je pense qu'on est en droit de se poser la question suivante, c'est est-ce que justement les formateurs qui forment les futurs enseignants les amènent à pouvoir identifier, modéliser et surmonter ces obstacles liés à l'apprentissage. Alors, par rapport à mon cadrage théorique, donc je vous ai dit tout à l'heure que ma toile de fond, c'était justement les connaissances mathématiques pour enseigner. Donc, en fait, trois chercheurs américains, en 2008, Hill, Ball et Schilling, ont modélisé ont conceptualisé, je veux dire, un modèle de 6 types de connaissances que doivent avoir les enseignants de mathématiques pour enseigner. Alors, je précise tout de même que ce modèle-ci ne se veut pas exclusif, donc ça ne rassemble pas seulement toutes les connaissances que les enseignants de mathématiques doivent avoir. C'est bien évidemment une partie de leurs connaissances mathématiques pour enseigner, puisqu'il y en a certainement d'autres, plus ou moins générales. Et donc, moi, ici, je me concentre vraiment sur les connaissances mathématiques pour enseigner. Alors, brièvement, il y a, comme vous le voyez, deux hémisphères dans ce modèle, l'hémisphère de droite et l'hémisphère de gauche. L'hémisphère de droite est intitulé, en français, je le traduis, les connaissances pédagogiques du contenu. Et ces connaissances-là, en fait, ont été identifiées par Lee Schulman en 1986. Et pour très vite les définir, en fait, Schulman, il avait vraiment pour objectif de professionnaliser le métier d'enseignant, c'est-à-dire d'en faire une catégorie professionnelle à part. Et donc, selon lui, ce type de connaissances, les connaissances pédagogiques du contenu, c'est vraiment le propre des enseignants et c'est ce qui va distinguer l'enseignant d'un autre métier lié aux mathématiques, comme le physicien, le mathématicien ou encore l'ingénieur, par exemple. Et donc, de quoi sont constituées ces connaissances pédagogiques du contenu? Vous voyez ici qu'il y a trois versants. Il y a le versant que moi, je vais traduire élève, mais si je devais le traduire mot à mot, ce serait les connaissances qui sont liées aux élèves et au contenu matière, ici les mathématiques. Il y a un deuxième versant dans ces connaissances pédagogiques du contenu, qui est le versant que je vais appeler enseignant. Et il y a le troisième versant, qui est le versant les connaissances du curriculum, donc tout ce qui concerne les prescrits légaux. Dans l'hémisphère de gauche, qui s'intitule les connaissances
purement du sujet matière, donc les connaissances ici mathématiques, et il y a encore une fois trois versants. Il y a le versant des connaissances mathématiques pures, le versant des connaissances mathématiques spécialisées et celui des mathématiques horizontales. Donc je vais très vite expliquer, je vais vous donner un exemple mathématique, ce sera bien plus parlant. Quand on parle de connaissances ici communes ou pures, en fonction de comment on le traduit, c'est par exemple être capable d'effectuer une multiplication par 11. Ce qui va distinguer ces connaissances mathématiques de connaissances mathématiques plus spécialisées, et ça c'est vraiment le propre de l'enseignant, c'est d'être capable d'expliquer pourquoi, quand on multiplie un nombre par 11, on peut le multiplier d'abord par 10 et puis ajouter ce nombre. Ça c'est vraiment le propre de l'enseignant, pouvoir l'expliquer aux élèves, pouvoir valider ou non des démarches par rapport à cette multiplication par 11. Et ça, un mathématicien ou encore un ingénieur n'a pas spécialement besoin, il le sait certainement, mais il n'a pas spécialement besoin de le savoir ni de pouvoir l'expliquer. Et enfin, ce type de connaissance-ci, les mathématiques, c'est vraiment une vue horizontale des mathématiques. C'est tout simplement le fait de pouvoir faire des liens entre des concepts mathématiques connexes. Je vous donne un exemple. Par rapport à la multiplication de 11, c'est multiplier un nombre par 10 et ajouter ce nombre, et ben, c'est pouvoir faire des liens entre ceci et par exemple la factorisation et la mise en évidence. Et donc, le fait d'avoir une vue d'ensemble du programme mathématique, ça permet justement de pouvoir faire des liens. C'est le où va-t-on et d'où vient-on. Et donc, ça, c'était vraiment mon cadrage théorique. Et dans mon étude de 2016, je me suis vraiment focalisé sur ces trois types de connaissances-ci, à savoir le savoir spécialisé. C'est celui vraiment le savoir, mais dans l'enseignement, le versant élève et le versant enseignant. Et donc, j'avais osé faire un parallèle avec le triangle pédagogique de Jean Houssaye. Dans le cadre de cette présentation-ci, étant donné que je n'ai que 20 minutes et que je ne vais pas relater tous les résultats, j'ai décidé vraiment de me focaliser sur les deux axes élèves et enseignants parce que je trouvais que ça rentrait vraiment pleinement dans les objectifs du colloque. Alors très brièvement, une définition, comme ça ce sera clair pour tout le monde, de ce que sont les connaissances des élèves et les connaissances sur l'enseignement, toujours liées au contenu. Par rapport aux élèves, c'est une compréhension de ce qui rend facile ou difficile l'apprentissage du contenu matière. Et donc, l'enseignant doit avoir une idée claire des préconceptions les plus fréquentes sur les contenus matière enseignés, que les élèves d'âge et de bagages différents apportent avec eux en classe. Ça, c'est le versant élève. Au niveau du versant enseignement, vous vous en doutez, c'est toutes ces connaissances qui s'intéressent à l'organisation et à la planification des séquences, aux activités que l'enseignant propose, aux méthodes qu'il va adopter, le choix des interventions des élèves sur lesquelles il va rebondir, etc., etc. Et donc, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est vraiment contextualiser mes propos au niveau du développement de la pensée algébrique. Autrement dit, qu'est-ce qu'un enseignant doit savoir au niveau de la transition primaire-secondaire, au niveau de l'algèbre, pour justement surmonter, analyser les obstacles liés à l'apprentissage et comment justement pallier ces difficultés. Alors, quels sont les obstacles d'apprentissage que peuvent avoir les élèves lors du développement de la pensée algébrique? Ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves arrivent dans le secondaire avec des connaissances qui sont quand même ancrées, des connaissances arithmétiques que les instituteurs primaires ont jusque maintenant validées. Et ce qui va être difficile, ce n'est évidemment pas de dire que ce qu'ils ont appris est faux, loin de là, mais c'est de leur dire qu'il existe d'autres démarches peut-être plus économiques et plus efficaces dont les élèves vont devoir se rendre compte. Une autre difficulté, c'est que le développement de la pensée algébrique crée des changements conceptuels qui sont importants. Et ça, je vais y revenir juste après au niveau de l'évolution du sens de la lettre et du sens du symbole d'égalité. Ce que je trouvais aussi intéressant de vous dire, c'est qu'il y a entre guillemets, deux travers des enseignants à ce niveau-là. C'est que d'une part, les élèves sont trop vite amenés à utiliser des démarches formelles. On les lance trop vite sur opérer sur la lettre. D'après Vlasis et de Montier, en 2002, les enseignants ont tendance justement à aller beaucoup trop vite et à sous-estimer d'autre part les démarches informelles qu'utilisent les élèves. Alors justement, ce qu'on peut proposer aux élèves comme activité, et là on bascule dans le versant enseignement des mathématiques, c'est proposer des suites de motifs qui permettent justement d'ancrer les premiers apprentissages algébriques dans les connaissances arithmétiques. Ça va justement permettre de faire appel au déjà là, ou ce que les élèves du primaire connaissent, exploiter ça et aller vers des démarches plus formelles, on dit des démarches algébriques. Et donc je vais vous présenter les suites de motifs juste après. Enfin, ce qu'est ce genre d'activité.
Brièvement, en quoi le statut de la lettre évolue? Pour être vraiment très succinct, d'abord, en primaire, la lettre est utilisée comme l'initiale d'un mot, une abréviation. On dit grand L pour longueur et petit l pour largeur, et on utilise bien souvent des lettres pour des formules de périmètre et d'aire. Plus l'élève avance dans son cursus scolaire et il entre dans le secondaire, et dans le secondaire, on doit voir avec eux les équations du premier degré à une inconnue. La finalité, je vais dire, de cette évolution-là, c'est vraiment d'amener les élèves à voir la lettre en tant que variable. C'est quoi une variable? C'est juste un nom, une lettre qui représente un nom, mais qui va dépendre d'une autre lettre. Je vous donne un exemple ici. Vous avez l'expression algébrique y égale 2x plus 1. Si je donne la valeur 2 à x, on va faire 2 fois 2, 4 plus 1, y va prendre la valeur 5. Et donc, on va petit à petit vers la notion de relation mathématique, ici de type fonctionnel. Et donc, il y a vraiment une évolution que l'élève n'a pas facile à saisir et c'est difficile pour lui de changer justement ce statut qu'il confère à la lettre. Autre chose, le symbole d'égalité, pour l'enfant, le symbole d'égalité, c'est l'annonce d'un résultat. Il est toujours habitué à avoir une opération à gauche et un résultat à droite. Je vous donne un exemple. Quand on calcule avec des lettres l'algèbre dans le début du secondaire, quand on donne l'expression algébrique suivante, 3R plus 2B plus R est égal à 2B plus 4R, pour l'élève, ceci n'est pas une réponse, ça ne lui va pas, parce qu'il y a toujours un symbole d'opération, une somme, et il a une conception dynamique ici. Ça veut dire qu'il se dit que le calcul n'est pas terminé. Et donc, bien souvent, on a tendance à avoir ce genre d'erreur, c'est qu'il fait 2 plus 4 égale à 6, et ensuite, il range les lettres dans l'ordre alphabétique, il écrit CDR. Pour justement l'amener à dépasser cette vision dynamique et aller vers une conception structurale, il faut évidemment lui faire prendre conscience que le symbole d'égalité a d'une part est symétrique, on parle de symétrie, c'est une propriété de l'égalité. On peut aussi bien écrire 2 plus 2 égale à 4, que 4 égale à 2 plus 2. Ça lui apprendrait dès le primaire à comprendre que la somme peut se situer à gauche ou à droite. Une autre propriété de l'égalité, c'est la transitivité. Si j'écris 3 plus 1 égale à 4 et 2 plus 2 égale à 4, on peut dès lors écrire que 3 plus 1 est égal à 2 plus 2. Et ainsi, 3 plus 1 et 2 plus 2 sont des expressions à part entière qui désignent toutes les deux la même quantité, ici le nombre 4. Et ça, je pense que dans le primaire, on devrait peut-être justement c'est peut-être déjà fait, mais on devrait peut-être insister là-dessus pour ne pas justement que quand l'élève arrive dans le secondaire, il y ait ce travail à faire sur ce symbole d'égalité. Tout à l'heure, je vous parlais des suites de motifs. Voilà une activité, j'ai bien dit une, ce n'est pas l'activité, une activité qu'on pourrait proposer aux élèves justement pour prendre en considération ces obstacles, ces problèmes qu'ils rencontrent et les amener à se dépasser tout en donnant du sens à l'algèbre. Les suites de motifs, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs dessins et chaque dessin est constitué d'un certain nombre de carrés et le but évidemment, c'est de généraliser la suite par une formule et de trouver une formule qui nous permette de donner le nombre de carrés quand on connaît le numéro du dessin. Et donc ici, vous avez une production d'élèves où l'élève a clairement identifié qu'il y a quelque chose qui ne change pas, il l'a mis en jaune, ce sont ces 3 carrés verticaux qui restent, on parle de régularité au sein de la suite de motifs. Et il a bien remarqué également qu'à chaque dessin, quand on avance de 1, on rajoute à chaque fois 2 carrés. On dit qu'ici, il a identifié la raison arithmétique qui est de plus 2, plus 2, plus 2. Alors, là où il faut amener évidemment l'élève, c'est de se rendre compte que ce plus 2, plus 2, plus 2, à un moment donné, ça va bloquer lorsqu'on va lui demander d'identifier le nombre de carrés du dessin numéro 100, par exemple. Il va se rendre compte qu'il ne va pas pouvoir continuer indéfiniment ce plus 2. Ça va être très lourd. Et donc, il comprend qu'il doit y avoir une autre stratégie à développer, beaucoup plus efficace et économique. C'est là justement qu'on doit aller vers l'algèbre, qu'on doit formuler la formule suivante. Donc, on voit le 3 qui est le nombre de carrés, auquel on ajoute 2 fois le numéro du dessin moins 1, parce que pour le dessin numéro 1, on a 0 paire. Pour le dessin numéro 2, on en a 1, etc., etc. Et donc, on va commencer à opérer sur la lettre, à effectuer une simple distributivité, à réduire les termes semblables, pour arriver à la formule suivante. Le nombre de carrés, c'est donné par le numéro du dessin fois 2 plus 1. Et donc, on voit clairement ici que la lettre est bien une variable, comme je l'ai dit juste avant. Et donc, ça permettrait quoi, ce genre d'activité-là? Ça permet justement de prendre en considération les connaissances arithmétiques des élèves. On le voit ici, hein, l'élève, il n'hésite pas à faire plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, autant de fois qu'il le faut.
Ça permet aussi à l'enseignant du secondaire de dire ce n'est pas faux ce qu'on a appris dans le primaire, ces démarches arithmétiques ne sont pas fausses. C'est juste que parfois elles peuvent se montrer inefficaces. Et il y a d'autres démarches formelles qui existent. Et donc ça donnerait pleinement de sens ici à l'apprentissage de l'algèbre. Et donc forcément, à partir de là, je me suis posé la question, tiens, est-ce que les formateurs de haute école pédagogique dotent les futurs enseignants de mathématiques de ce type de connaissances? Si c'est vraiment un exemple ici dans l'algèbre, puisqu'il y a évidemment d'autres activités et d'autres nœuds qui a souligné. Alors, vite, un mot sur ma méthodologie et sur mon échantillon. Donc, j'avais interrogé au total 12 formateurs de 3 hautes écoles pédagogiques de la région liégeoise. Il y avait 4 psychopédagogues et 8 formateurs de mathématiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais interrogé les formateurs de mathématiques sur les 3 versants, le savoir, versant enseignant ici et le versant élève. Et j'avais uniquement interrogé les psychopédagogues sur les 2 versants des connaissances pédagogiques du contenu, parce que ce n'est pas de leur ressort de doter les futurs enseignants de connaissances du côté mathématique. C'est la raison pour laquelle j'avais vraiment ciblé mes choix de connaissances. J'avais créé 3 guides d'entretien qui étaient agrémentés d'exemples mathématiques, un guide d'entretien pour les formateurs de géométrie avec des exemples de géométrie, un guide d'entretien pour les formateurs d'algèbre et un autre pour les psychopédas. Et je démarrais, après une présentation, je démarrais par la question suivante: est-ce que vous intégrez dans vos cours les acquis de la recherche en didactique de mathématiques, Et à partir de là, c'était vraiment notre point de départ pour discuter des 3 versants de connaissances que j'avais ciblés. Et donc, je leur demandais ce qu'ils faisaient, comment, pourquoi, à quelle fréquence, selon quelle modalité, toujours en ayant en tête de mesurer l'éventuel écart qu'il pourrait y avoir entre ce que la formation propose et ce que la recherche en didactique apporte. Et donc, voici les résultats. Je vais me dépêcher pour ne pas dépasser le temps. Les psychopédagogues, eux, nous racontent qu'ils intègrent vraiment très peu ces acquis de la recherche. Ça ne veut pas dire qu'eux ne s'y intéressent pas. Ils disaient qu'ils contextualisaient comme ils pouvaient leurs propos dans leurs cours de pédagogie. Ça pouvait être par exemple des anecdotes qu'ils tiraient de leur expérience professionnelle, de par leur visite de stage par exemple. Les formateurs de mathématiques eux, le faisaient beaucoup plus souvent, mais toujours à des degrés divers. Il y en a certains qui m'ont répondu: moi je lis des articles à caractère didactique qui proviennent du CREM ou encore de l'IREM, et je n'hésite pas à proposer ça à mes étudiants parce qu'il y a justement des productions d'élèves qui sont intéressantes. D'ailleurs, je leur avais posé la question, tiens, vous parlez de production d'élèves, est-ce que justement vous demandez à vos étudiants d'en ramener en stage? Et eux m'avaient répondu que non. Et c'est quand même assez paradoxal parce qu'il y a 2 auteurs, Deblois et Scali, justement, qui disent que la formation des enseignants devrait se concentrer en partie sur l'analyse de production d'élèves. Par contre, psychopédagogues et formateurs de mathématiques s'accordent pour dire que les écrits à caractère didactique sont vraiment très importants et tous incitent les étudiants à effectuer de telles lectures. Mais ce qu'il dit, c'est que les étudiants soit n'y voient pas beaucoup de sens, ils voient ça vraiment comme un contrat entre la haute école et eux, soit ils le font, mais ils ont vraiment du mal à comprendre les textes et ils ont besoin d'aide, parce qu'il y a des mots de vocabulaire assez spécifiques. Et d'autre part, ils ne savent pas vraiment où chercher l'information, c'est difficile pour eux de trouver des textes, et bien souvent, ils ont du mal à mettre en place dans leur stage ce qu'ils en tirent. Ça, c'est vraiment un gros résumé de mes résultats, mais pour répondre à la question, les formateurs de mathématiques m'ont dit effectivement les suites de motifs, on les voit avec nos élèves, on aborde le sens de la lettre et le sens du symbole d'égalité, mais ils disent que c'est vrai qu'il faudrait mettre en place des cours comme des ateliers didactiques où on pourrait faire vraiment avec les élèves de la didactique et séparer ça des cours de mathématiques, parce qu'il y a une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que les formateurs de mathématiques m'ont tous dit il y a quand même un faible niveau mathématique de la part de certains élèves et donc ils se sentent obligés de pallier les lacunes des étudiants au niveau mathématique avant de les envoyer en stage. Et là, si on se rappelle du modèle des connaissances mathématiques pour enseigner, on est plus dans le versant connaissances mathématiques pures et ils se soucient vraiment de ça avant de les envoyer en stage. Donc voilà, j'avais conclu mon mémoire sur quelques pistes de réflexion, notamment sur le fait de donner du sens à la recherche, vraiment essayer de systématiser ça dans la formation pour doter les futurs enseignants de qualité de chercheurs, parce que ça va leur permettre, et dans leur stage justement, d'améliorer leur pratique, mais aussi tout au long de leur pratique professionnelle. J'avais également émis l'idée de baser la formation sur une telle modélisation des connaissances, et enfin, évidemment,
j'avais conclu sur la question, est-ce qu'il ne faudrait pas uniformiser la formation à l'enseignement et rapprocher le monde éducatif de celui de la recherche pour plus d'équité et d'efficacité? Voilà, merci pour votre attention.